Qu'est-ce que c'est, le Graal? Vous savez pas vraiment? Et moi non plus. Et j'en ai rien à cirer. Regardez-nous. Il n'y en a pas deux qui ont le même âge. Pas deux qui viennent du même endroit. Des seigneurs, des chevaliers errants, des riches, des pauvres. Mais, à la table ronde, pour la première fois de toute l'histoire du peuple breton, nous cherchons la même chose. Merci, messieurs, c'était très bien. C'était très bien. Vous, c'était bien là-bas. Vous, c'était bien. Ça, c'est comme ci, comme ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons. La table ronde du management. Une production Albus Conseil. Salut Camille. Salut Pat. Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, on revient vers vous avec de nouvelles questions managériales à traiter. Des questions qui sont souvent compliquées et avec lesquelles on n'a plus envie de vous laisser tout seul. Et donc, on est parti pour 1 heure de discussion autour du management. Et de quoi on va parler aujourd'hui, Camille? Écoute, aujourd'hui, on va parler de la vision. C'est-à-dire comment on donne un sens, comment on anime un collectif. Et ça, c'est particulièrement compliqué aujourd'hui, voire mission impossible. Convoque tous les ouvriers que tu pourras trouver. Fais creuser les fondations là-bas. Là, à côté du palmier, on va faire une grande dalle avec plein de statues. Qu'on appellera la grande dalle avec plein de statues. Et là-bas, les jardins. Avec des oliviers, des orangeades, des seuls pleureurs, des seules meunières. Ouais. Et là-bas, le palais. Luxuriant, magnifique, chamarré. Avec une grande cour où il y aura plein de danseuses qui pourront danser. Et juste là, un petit géranium. Ouais. Ça va être bien. Bon, on va démarrer sur la vision. Alors, sur ce sujet-là, il y a pas mal de termes qu'on va utiliser: vision, ambition, Graal, objectif, peut-être même stratégie. On les définira au fil de la discussion, Camille. Ouais, mais ce qu'on fera, c'est qu'à la toute fin du podcast, on reprendra des définitions très simples, éventuellement que vous pouvez utiliser avec vos équipes. J'en dis pas plus. Passons sur le fond et revenons à la vision. Alors, pourquoi c'est compliqué comme ça d'écrire une vision aujourd'hui, Camille? Bah, parce que comme tout le monde le sait, on est dans un monde qui est compliqué parce qu'il est incertain, parce qu'il est volatile, parce qu'il change tout le temps. Et du coup, c'est compliqué de se dire je vais aller là. Et c'est d'autant plus compliqué, je trouve, que ça c'est le grand contexte, t'as raison. Et en plus, dans les entreprises, on s'est complexifié par deux choses. D'abord, le fait que mon chef me donne pas forcément de vision. Alors comment je vais faire pour écrire la mienne? Et puis la deuxième chose, c'est que par contre, il me donne beaucoup de contraintes. Beaucoup de choses que j'ai pas le droit de faire, voire pas du tout de budget, et donc on est dans ce truc-là, quoi. Et les managers, ils sont beaucoup face à ce problème. Et c'est vrai qu'on remarque que vous êtes beaucoup paralysé par le contexte interne de votre entreprise. Et là, c'est toute la difficulté. Et peut-être que vous êtes un peu plus prisonnier que ce que vous pourriez être avec cette histoire de vision à trouver. Et c'est pour ça qu'on va essayer, dans la discussion d'aujourd'hui, de vous expliquer, ou en tout cas de s'intéresser à comment j'écris une vision pour mon équipe, quand j'ai pas tout pour le faire. Évidemment, si vous avez tout le matériel, vous pouvez écouter l'émission, mais ça va être relativement simple. Mais quand on a justement beaucoup de contraintes de son chef, pas de vision venant de lui pour le coup, et un marché très incertain, etc. L'idée, c'est d'essayer de vous guider là-dedans. Alors justement, du coup, on va essayer de se demander là comment on s'extrait de tout ce bazar et comment on clarifie un peu les choses. Évidemment, le premier truc, c'est qu'il faut être un peu convaincu que c'est utile. Alors, on va pas faire un podcast complet sur l'utilité de ce travail-là, mais il est clair que vous avez sûrement fait l'observation que une équipe qui sait où elle va, qui a une vision, en tout cas une image de ce qu'elle doit atteindre dans 2, 3, 4 ans, vous avez sûrement fait l'expérience qu'elle travaille mieux aujourd'hui. Donc il faut vraiment qu'on arrive on va partir du postulat que c'est utile de donner du sens, de donner un peu de perspective et de profondeur. Du coup, comment s'y prend-on? Bah, déjà, je pense que la première chose, c'est de s'offrir le luxe, qui n'est finalement même pas un luxe, d'avoir du temps pour y réfléchir. Parce que vous êtes souvent pris par le run opérationnel, qui est très intense pour la plupart des managers et qui s'accélère encore de plus en plus. Donc voilà, c'est de se trouver des moments, des créneaux, de se les fixer, de se les bloquer, parce que écrire une vision, c'est s'apprêter à faire un travail qui est assez itératif. Et évidemment pas évident, vous vous dites déjà, oh là là, mais moi du temps, c'est justement le truc dont je manque le plus.
Oui, mais alors du coup, à ne pas résister contre les urgences quotidiennes, en fait, on empire la chose. Hein. Donc, non seulement une vision, ça va être utile pour vos équipes, pour qu'elles puissent se projeter, etc. Mais aussi, ça va être utile pour vous, pour ne pas vous noyer complètement dans le quotidien dont on se sort jamais vraiment. Donc, ça a l'air d'être déjà, c'est un conseil difficile à suivre, mais vraiment, s'il y a une seule chose à faire en dehors du quotidien, c'est bien d'être clair le plus possible sur cette vision qu'on va faire de façon itérative. C'est vrai qu'en fait, il faut se mettre dans les bonnes dispositions psychologiques pour l'écrire, cette vision. Donc du temps, mais pas que. Il faut être prêt aussi à allonger le temps. Quand je dis allonger le temps, c'est trouver une autre échelle pour regarder son avenir. C'est-à-dire qu'on est très habitué à regarder la semaine prochaine, les objectifs qu'on nous demande pour la semaine prochaine, le mois d'après, et l'objectif d'après. D'ailleurs, il y a toujours la grande messe annuelle des objectifs qui sont fixés pour cette échelle de temps. Nous, on vous invite à vous dire, ok, je vais regarder un peu plus loin. Et c'est vraiment intéressant parce qu'effectivement l'exercice budgétaire globalement il est annuel et c'est vraiment un énorme piège quand on parle de management. C'est très utile quand on parle de gestion, mais c'est un piège quand on parle de management. Et quand tu dis, Camille, qu'il faut qu'on allonge le temps, vous vous dites, ah mais je sais pas ce que je vais faire dans 3 mois, et donc comment voulez-vous que je réfléchisse à ce que je vais faire dans 3 ans? Bah figurez-vous que c'est plus facile. Figurez-vous que c'est plus facile parce que, en fait, quand on va parler à 3, 4 ans, 5 ans, 10 ans dans certaines industries, vous allez voir qu'en fait, on va traiter des sujets plus simples. Je prends un exemple tout bête. Si vous êtes dans l'aviation, par exemple, dans l'industrie aéronautique, en 3 mois, dans votre entreprise, vous pouvez avoir une réorganisation, un PSE, un nouveau système, un nouveau produit à implanter, et des difficultés techniques, etc. Mais si vous raisonnez à 10 ans, on parle des habitudes de voyage, on parle des voyageurs dans leurs avions, des besoins des compagnies aériennes, et paradoxalement, celles-là, elles sont moins incertaines que ce qui va se passer dans votre groupe, chez Airbus, dans les 6 prochains mois. Et donc allonger le temps, ça paraît plus compliqué, mais en réalité, ça va vous faire revenir à la question essentielle qui est le client ou l'usager de votre produit. Et celui-là, c'est vrai qu'il peut avoir des changements de comportement, mais en général, c'est pas complètement brutal. Et quand vous êtes un expert du métier, en plus, vous connaissez les grandes tendances. Donc, projetez-vous plus loin, allongez le temps, allez chercher le client. Ouais, exactement. Et déjà ça va vous permettre de vous extraire de ce contexte interne qui est souvent paralysant et de prendre de la hauteur sur les sujets. Déjà, vous allez pouvoir un peu clarifier les choses et où vous en êtes. Et pour être très très concret, et que vous disiez pas, ah oui, mais c'est des bonnes paroles et c'est difficile à faire. Je vais reprendre encore un exemple. Vous voyez que si vous êtes dans un grand groupe, vous avez des quantités de règles et de lois à respecter. Mais ces règles et ces lois, c'est des règles de sécurité, de qualité, des choses très court terme. Elles sont utiles et importantes, je dis pas qu'il faut pas les respecter, mais elles sont très court terme. Si vous regardez à 5 ou 10 ans, personne ne vous empêche de vous demander dans votre grand groupe qu'est-ce qu'il faut faire pour vendre plus de crème à 5 ou 10 ans, qu'est-ce qu'il faut faire pour vendre plus d'avions, qu'est-ce qu'il faut faire pour vendre plus de services téléphoniques ou pour faire des meilleures émissions de télé. Ces questions-là, elles sont indépendantes des règles et des lois du quotidien. Et c'est ça qui fait que c'est possible, et que c'est ça qui fait que nous, on vous propose d'aller chercher à 3, 5 ou 10 ans, plutôt que de vous cantonner à votre budget, dans lequel vous êtes contraint au maximum. Et du coup, là, quand je t'entends parler, Patrick, je suis en train de me dire qu'il y a, on parle aussi un peu, du coup, de manière sous-jacente de stratégie. Et c'est deux choses qu'il faut pas confondre. La stratégie et la vision, elles sont évidemment très liées, mais c'est différent. C'est-à-dire que quand on parle du client, les managers, on le voit, hein, pensent souvent, ah oui, en fait, il faut que je trouve une nouvelle stratégie. C'est pas la même chose. La vision, c'est vraiment nous ce qu'on appelle le but de guerre. La stratégie, c'est le moyen pour atteindre ce but de guerre. C'est-à-dire que j'ai des ressources humaines, financières, des matériaux, etc. C'est de se dire comment je vais allouer ces ressources, comment je vais en disposer, comment je vais les utiliser pour pouvoir atteindre ce but de guerre-là. Et donc, nous, le travail qu'on dit essentiel, c'est bien celui de la vision. Parce qu'en réalité, si vous êtes au clair sur votre vision, c'est-à-dire le but de guerre, c'est-à-dire ce que vous voulez atteindre, en gros, vous me dites, moi, voilà ce que je veux faire pour être le meilleur dans mon marché, hein. Et la vision, c'est pas être le meilleur dans mon marché, on est bien d'accord, parce que être le meilleur dans mon marché, tous vos concurrents le disent. La vision, c'est qu'est-ce que je veux faire dans mon entreprise pour être meilleur dans mon marché. Une fois que vous m'avez défini qu'est-ce que je veux faire, votre stratégie, elle va tomber toute seule, puisque là, vos ressources, vous les connaissez, elles sont plus ou moins figées. Vous pouvez pas avoir 10 millions d'euros qui tombent comme ça tout seul. Et votre but de guerre, vous le connaissez. Ben voilà, il y a pas 36 choix, la stratégie va être relativement simple à trouver.
Ouais, et du coup, il y a quelque chose qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'une vision, mais on y reviendra, hein, mais une bonne vision, elle est déjà spécifique. C'est-à-dire que quand on la lit, quand vous la lisez, quand vos clients la lisent, quand vos équipes la lisent, elles se disent, ah oui, c'est cette boîte-là. Parce qu'il y a une identité, il y a une personnalité qui transparaît. Et encore, il y a pas longtemps, j'ai des clients qui me disaient, quand je leur demandais c'est quoi votre vision, ils me disaient, c'est être le meilleur acteur de notre marché. Mais non, c'est pas une vision, parce que tous leurs concurrents, effectivement, ont exactement la même. Alors prenons des exemples tout simples que vous connaissez tous. La vision de Darty, c'est pas être le meilleur du marché de l'électroménager domestique. La vision de Darty, c'est on va être le meilleur de l'électroménager domestique en faisant du service. La vision de Decathlon, c'est pas être le meilleur sur le marché du sport. La vision de Decathlon, c'est être le meilleur sur le marché du sport en rendant le sport accessible à tous, etc., etc. La question de la vision, c'est pas la question de l'objectif. C'est pas être le meilleur. C'est même pas l'ambition, pareil, qui dit je veux être le premier sur mon marché. Ok, c'est ça, c'est bien sûr ça l'ambition de Decathlon, être le premier sur son marché. Mais ils ont choisi de le faire par l'accessibilité. Résultat des courses en France, quand votre gamin commence un sport, la première fois qu'on l'équipe, on va chez Decathlon. Quand il est expert, on ira peut-être ailleurs, mais la première fois qu'on l'équipe, tout le monde, tous les Français vont chez Decathlon. Ça, c'est une vision extrêmement puissante. Pendant ce temps-là, GoSport a probablement la même envie d'être le meilleur sur le marché, mais il se trouve que si vous voulez acheter le premier vélo de votre fils, vous n'allez pas chez GoSport. C'est parce que pendant des années et des années, l'un a travaillé avec une vision, l'autre sans. Oui, et puis en plus, on peut aussi se dire que quand on dit à ces équipes, nous, notre ambition, notre vision, c'est d'être les premiers sur notre marché, c'est assez vertigineux. Ça veut pas dire grand-chose. On comprend pas comment. On comprend pas pourquoi. Voilà, c'est assez compliqué parce qu'il y a pas de personnalité derrière, en fait. Il y a pas d'âme qui transpire. Et du coup, c'est pas non plus très émotionnel. Alors nous, on pense, mais on va y revenir quand même que une vision, il y a aussi une composante assez émotionnelle. Et d'ailleurs, c'est souvent ce qui vous manque. Quand vous les écrivez, quand vous les identifiez, c'est que vous êtes très tourné sur le business, avec du coup la dominante un peu objective qu'il y a derrière quand même, et vous oubliez une partie qui est comment on embarque, comment on donne envie. Et du coup, c'est vraiment essentiel. C'est donc vous avez fait votre travail sur le client. Camille parle de business, tu parles de business, t'as raison. Il faut pas mettre des chiffres et des zéros ou des dollars. En revanche, il faut parler du client. Mais ensuite, il faut pas s'interdire le comment. C'est-à-dire qu'une vision, elle n'est pas nécessairement que sur le but à atteindre, ce n'est pas nécessairement que un quoi, ça peut aussi être un comment, c'est-à-dire ça peut être aussi de dire notre vision c'est d'être comme ça et d'y être de cette façon-là et d'y arriver de cette façon-là. On peut avoir des visions sur le comment et d'ailleurs la vision Darty dont je parlais il y a quelques minutes, elle est assez comment finalement, puisqu'elle est sur le service client, elle est pas sur le produit, elle est pas sur la nature des magasins, elle est vraiment sur l'idée qu'on doit être au service du client. On voit bien que cette ambition-là, elle est très managériale, et il faut pas se l'interdire. Et là, on prend des exemples d'entreprises qui traitent des visions globalement, mais quand vous êtes dans votre petit service, au milieu d'une entreprise qui vous impose beaucoup de choses, le comment, c'est une sacrée porte de sortie, parce que pour le coup, c'est normalement un de vos degrés de liberté les plus forts. Le premier grand conseil, ou en tout cas grand enseignement qu'on peut avoir sur la vision, c'est de pas avoir peur, d'allonger le temps, même si ça nous paraît un peu vertigineux, d'aller chercher avec votre équipe à parler de choses qui vont se passer dans plus longtemps, de façon à faire ramener le client, l'expertise métier au cœur de la discussion et d'éloigner un peu les questions d'organisation, de lois, de règles, de tout ça qui sont importantes mais qui vous empêchent de vous ouvrir l'esprit et de raisonner plus loin. Ça, c'est vraiment la première des choses pour bâtir votre vision. Et puis je pense qu'il y a ça, et puis il y a un deuxième volet qu'il faut pas oublier, c'est le comment on travaille ensemble. Le côté plus interne en fait. Alors je sais pas, ça peut être, on a envie d'être, par exemple, chez nous c'est le cas, une entreprise libérée, donc on a certains modes de fonctionnement qui vont avoir trait à ça. Ça peut être augmenter la responsabilité, l'autonomie des équipes. Ça peut être d'avoir des valeurs de solidarité plus fortes, plus de convivialité, enfin voilà, tout ce que vous pouvez imaginer sur le comment on va travailler ensemble, mais qui concerne beaucoup plus les équipes, beaucoup plus l'interne. Et cette partie-là, elle a un gros intérêt, c'est que les équipes, on va vraiment parler du quotidien des gens. Et donc du coup, quand tu vas mettre un gros bout de comment dans ta vision,
tu vas être très proche de leurs préoccupations du quotidien et donc avoir une très forte identification. Alors évidemment, si tu fais que ça devient une cour de récré parce que travailler bien ensemble sans vraiment savoir pourquoi faire, ça devient un jeu, c'est plus très intéressant. Mais néanmoins, on peut avoir des grosses proportions de ça parce qu'en plus les gens vont vraiment très bien comprendre et on peut avoir des équipes qui marchent très bien parce qu'elles sont très unies, très solidaires, très fortes dans leur façon de travailler ensemble et que du coup ils font mieux leur métier sans forcément l'animer spécifiquement avec une vision très forte sur le métier. C'est vraiment le comment qui gouverne et dans des sociétés où l'humain est important, ça marche vachement bien. Oui, et puis si on prend un exemple, on se dit qu'a priori vous n'êtes pas tous patrons de Decathlon, mais c'est pas grave. Vous êtes patron d'une BU, d'un service quel qu'il soit, d'une équipe. Il faut aussi vous dire voilà à quel volet client ou volet équipe je vais donner plus d'importance. Et selon les contextes dans lesquels on se trouve, ça peut être assez différent. Parce qu'une vision, faut pas oublier qu'elle naît aussi d'un héritage qu'on a d'une situation qui a eu lieu, puis que du coup vous portez. Je prends un exemple, par exemple, vous êtes un patron d'usine, nous on travaille beaucoup en usine. Votre usine vient de subir un mouvement social très fort, donc les rapports humains ont été quand même mis à mal. En tout cas, c'est difficile. Votre vision, elle risque d'être plutôt tournée vers le comment, vers les équipes, plutôt que vers l'extérieur, parce que ça serait peut-être un peu prématuré. En revanche, je prends un cas presque inverse. Vous êtes directeur d'un magasin qui fonctionne plutôt bien, enfin dans lequel on n'a pas eu de grands événements de type grève ou autre chose. Il est probable que vous ayez une vision qui soit beaucoup plus orientée sur la façon dont vous voulez accueillir votre client, le traiter, etc. Ça pose pas de problème, on va avoir un peu de comment aussi, mais comme on n'a pas de crise interne, on va animer notre équipe autour de ce qui nous préoccupe tous les jours. Et dans un magasin, le client, l'avantage par rapport à une usine par exemple, c'est que le client vous le voyez tous les jours, donc c'est quelque chose qui est extrêmement concret. Donc en fonction du contexte historique, est-ce que j'ai eu un mouvement social ou pas, est-ce que mon contexte managérial est dur ou pas, et en fonction de votre métier, est-ce que je suis une usine ou un magasin, est-ce que je suis un service support ou est-ce que je suis un service opérationnel. Et puis en fonction de ce qui vient de se passer ou ce qui va se passer, et voilà. Du coup je vais orienter ma vision différemment. Alors c'est pas antinomique avec le fait de dire une vision c'est long terme et ça change pas tout le temps, c'est juste que la vision au moment où vous la faites, elle est dans un contexte et elle va durer pendant des années. Si dans votre usine qui sort de grève, vous mettez beaucoup de comment, pour une vision à 3 ans, il est probable que quand on va la réactualiser l'année d'après, on va mettre même l'année d'après, on va la réactualiser en disant comment on a avancé. Il est probable qu'on va faire augmenter le client, baisser un peu le social parce que ça va mieux. Donc une vision, c'est pas parce qu'on l'a fait à 3 ans qu'elle est figée 3 ans. Elle va nous guider pendant 3 ans, mais évidemment, en fonction des progrès qu'on va faire, elle peut pencher ou non d'un côté ou de l'autre, tout en gardant toujours ces deux volets. Donc toi, tu conseilles de l'actualiser Ah bah oui. En tout cas quand c'est nécessaire, de pas se l'interdire. Absolument. Si je reprends ton exemple de l'usine, il est clair que ton mouvement social, il va marquer les esprits et que le manager qui reprendrait l'usine après le mouvement social, il n'a pas le droit d'avoir une vision où il n'y a pas de comment. C'est-à-dire, elle serait incomprise et désynchrone. Mais pour autant, si ça marche bien, 6 mois ou 9 mois après, le mouvement social, on s'en souviendra, mais c'est pas ça qui marque les esprits. Et donc, si tu veux, bien sûr que tu vas garder la même chose, garder ta même vision de comment, garder ta même vision de quoi, mais dans la pondération des deux, dans l'animation, mais c'est de l'animation, la vision change pas, mais l'animation, tu vas évidemment remettre beaucoup plus ton client final, ton client interne, ta logistique, je ne sais quoi, et puis ton social va devenir un peu plus une évidence. Donc c'est pas qu'elle change, c'est que tes pondérations changent. Ouais, tout à fait. Non mais du coup, elle est pas gravée dans le marbre telle qu'elle a été écrite. C'est pas mal, c'est rassurant quand même. Ouais, c'est un cap et donc même évidemment si les vents sont contraires, on le dévie un peu. Bien sûr, même si l'idée globale reste là, j'imagine. Oui, c'est pour ça, mais c'est aussi pour ça qu'il faut voir un peu loin. C'est pour que Ouais, tout à fait. Non mais c'est pour qu'on puisse s'adapter. C'est clair. C'est pour qu'on puisse s'adapter. Donc le cap va pas changer, voilà, il va être peut-être un peu affiné. Exactement. Et puis il y a une composante là qu'il faut pas oublier, puis qui est pas forcément évidente, en tout cas qui l'est pas pour tout le monde, dans le monde rationnel dans lequel on vit. En tout cas, on pense qu'il est rationnel, mais il est a priori pas tant que ça. C'est la composante émotionnelle. C'est-à-dire que faut quand même se dire j'ai compris mon client, je me suis projetée, j'ai compris comment j'avais envie qu'on travaille, mais c'est pas que pour vous.
déjà la vision. C'est pas que pour vos clients, c'est aussi pour vos équipes pour qu'elles aient envie d'y adhérer. Donc, il va falloir quand même leur proposer un truc qui les embarque, qui les anime un peu, qui leur donne envie de se lever le matin, quoi. Et ça peut pas être juste de dire ils sont payés pour, hein, ça fonctionne pas comme ça. Ça se serait si c'était le cas, on n'aurait plus de boulot nous. Mais blague à part, ça peut pas être ça. Et par ailleurs, quand on est dans de l'émotionnel, souvent les patrons ont un peu une erreur, qui est de penser que ce qui les excite eux excite tout le monde. Ou alors de penser que les enjeux, on va dire économiques, genre le chiffre d'affaires, que la croissance qu'on doit faire, le chiffre d'affaires qu'on doit atteindre, la rentabilité, vont exciter tout le monde. Non, pas du tout. L'émotionnel, c'est pas ça. Comment tu te traites toi l'émotionnel? Comment tu l'amènes? Quelles questions tu leur poses? Déjà de retravailler un peu sur ses aspirations à soi. Parfois qu'on met un peu de côté. Parce qu'on est pris en étau entre la hiérarchie, les objectifs, toutes les contraintes qu'on voit. Donc de revenir un peu à soi, quoi. À nous, notre vision du monde, pourquoi on se lève le matin en tant que manager, qu'est-ce qui nous anime. Déjà, quand on arrive à faire ce petit travail introspectif, on a quelques éléments. Et puis après, moi je conseille souvent aux managers avec qui je travaille de demander à leur équipe. Ça de faire d'avoir un moment assez informel où il leur pose juste une question, c'est voilà, qu'est-ce qui vous fait vibrer en fait dans le job? Qu'est-ce qui vous fait que vous vous levez le matin? Et c'est assez amusant parce que quand on fait l'exercice et que déjà on est dans une posture de non-jugement, de bienveillance évidemment, et on découvre pas mal de choses. Et moi, j'utilise des notions qui sont proches des tiennes. Mais c'est pour compléter si ça vous parle différemment. Moi, j'utilise un mot assez souvent quand on parle de ces sujets-là, et je conseille souvent aux managers d'essayer de rendre leur métier plus noble. C'est-à-dire qu'en gros, il faut bien considérer que ce qui fait qu'une vision marche, c'est que les gens, en la faisant, se sentent meilleurs, au sens se sentent faire quelque chose de qui a du sens, qui est noble. Et donc j'avais eu cette idée avec Système U. Vous savez les supermarchés, on n'a pas travaillé pour eux, mais j'avais vachement observé, c'était intéressant. C'était Papin à l'époque, le patron de Système U, et il disait je veux réanoblir le commerce et la grande distribution. Et notamment, il avait fait un truc qui était assez intéressant, c'est que la grande distribution était connue pour toujours vouloir vendre des plus grandes quantités. Et lui, il avait dit on doit vendre le juste nécessaire. Je sais pas si vous vous rappelez. Et je sais pas si tu te rappelles, il disait si vous avez besoin de 3 tomates, on va pas vous les vendre par pack de 6. Et en fait, en faisant ça, il rend le truc plus noble. Et du coup, quand les gens travaillent dedans, ils se reconnaissent parce que ça augmente leur estime d'eux. Donc, moi, je trouve que l'émotionnel, il peut passer par ça aussi, et je conseille souvent aux clients de se dire mais qu'est-ce qui rendrait votre métier plus noble? Ouais. Et d'ailleurs, du coup, en parlant, mais je crois qu'on avait déjà eu cette discussion il y a quelques mois, c'est de se dire que c'est peut-être plus sain d'avoir une vision quand on travaille dans un milieu, je sais pas, comme le luxe, l'aéronautique, où on a souvent des collaborateurs qui sont assez passionnés parce qu'ils ont choisi ce secteur-là, parce que depuis qu'ils ont 10 ans, ils rêvent de faire voler des avions ou travailler dans les sacs de luxe. Voilà. Par contre, quand vous travaillez, moi j'aimerais bien un jour qu'on le fasse avec des caissières. C'est autre chose que de trouver une vision et de remettre ce que tu disais là de la noblesse là-dedans. Et je trouve que c'est super intéressant comme exercice. Mais c'est marrant parce que tu vois, j'avais en tête en t'écoutant un exemple très récent là d'un de nos clients Darty, qui montre aussi que la vision, si elle est bien trouvée, elle peut motiver les gens même quand ils y contribuent pas directement. Et chez Darty, si vous avez suivi il y a quelques mois, ils ont mis en place un espèce d'observatoire des marques pour montrer celles qui sont fiables ou pas. Et en gros, c'est un message contre l'obsolescence programmée dont on accuse tous les industriels. Et en fait, en faisant cet effort de dire non, nous on est contre l'obsolescence programmée, nous on répare, et ça a généré chez les gens une fierté, même quand ils sont pas du tout réparateurs de trucs, une fierté d'être dans la boîte qui s'engage contre l'obsolescence programmée. Et donc ça, là, on est sur une vision qui est purement client. Là, c'est très externe. Mais du coup, faut voir que ça rejaillit quand même émotionnellement sur les gens qui sont fiers d'être dans une boîte qui vit avec son temps. Ça va être vrai sur l'écologie, sur d'autres choses. Hein. Exactement. Mais quand t'as pas la fierté tirée du secteur dans lequel tu travailles, je prends l'exemple de l'aéronautique, mais on prend une boîte, par exemple, qui est très tournée, je sais pas, effectivement sur l'environnement, on peut se dire là, j'y adhère parce que les valeurs, c'est important pour moi, etc. Donc j'y adhère. Donc je reprends l'exemple de la caissière. Ouais, c'est comment je mets de la fierté
pour ces gens qui vont faire un boulot qui est super utile, qui est super nécessaire, peut-être plus que beaucoup d'autres d'ailleurs à la société aujourd'hui, mais c'est un autre débat. Mais alors qu'il n'y a pas beaucoup de valeur ajoutée entre guillemets dans ce boulot-là, comment je vais leur donner un peu de fierté en les animant avec ce cap que je leur donne et cette mission du coup que je leur donne aussi. Alors ça fait pas tout, hein, la vision. Effectivement, si vous leur donnez des conditions de travail qui sont pas bonnes, comme c'est le cas d'ailleurs dans pas mal de boîtes, on l'a vu dans les médias récemment dans ce secteur-là, la vision va pas tout faire. Hein. Donc forcément, la vision, vous vous en doutez, après c'est comment je l'anime et comment je la mets en place. Mais voilà, c'est effectivement ça. Comment je mets de la fierté, comment je mets de la noblesse, comment je mets de l'envie là-dedans. Donc on va passer maintenant à des choses plus opérationnelles sur la façon dont vous écrivez une vision. En résumé, qu'est-ce qu'on vous conseille ? D'abord, prenez du temps pour ça, même si c'est pas énorme, c'est vraiment le truc le plus important, le truc le plus utile que vous pouvez faire pour vous extraire du quotidien. Une fois que vous avez pris du temps, nous on estime que vous avez 2 grands volets à une vision. Le premier qui est allonger le temps, aller chercher du client et de la réalité business. Et le deuxième volet, c'est parler de l'interne, parler de la façon dont vous voulez travailler, etc. Le tout le plus émotionnel possible pour que les gens se sentent fiers de faire partie de cette vision, et ça permettra d'engager y compris les métiers les plus difficiles dans votre entreprise, même si bien sûr évidemment l'animation fera. Bon. Une fois que vous êtes dans cet état d'esprit-là, vous avez quand même pas écrit votre vision. Donc maintenant on va passer dans une partie de notre discussion où on va essayer de vous expliquer un peu pas à pas les bonnes étapes pour vous guider là-dedans. Je vous renvoie un peu aussi là-dessus sur le wikimanagement.net parce que vous verrez des petits schémas qui peuvent vous permettre de visualiser la façon dont ça s'écrit. On est un peu dans des logiques de scénariste, donc il y a des modèles qui peuvent vous aider. Tout état de cause, là, nous, on va essayer de vous décrire non pas le modèle, mais les questions que vous pouvez, les 3-4 questions de suite que vous pouvez vous poser pour pondre une vision, en tout cas une version 1 de votre vision pas trop mal. La première étape, moi je pense que c'est que vous êtes dans votre bureau, vous êtes booké un créneau pour ça, et c'est de se dire ok, je vais regarder un peu mon tableau de jeu. Mon tableau de jeu, moi je sais que quand j'étais ado, je jouais pas mal au risque, et pour moi c'est un peu la même chose. Donc ceux qui ont déjà joué à ça, ils vont se reconnaître. C'est de se dire voilà, ok, c'est quoi les territoires que j'ai. J'ai combien de fantassins, de cavaliers à ma disposition, et c'est quoi ma mission, où est-ce que j'ai envie d'aller. Moi j'ai joué au risque aussi, Camille, et j'adore. Est-ce que tu peux nous préciser du coup que là je suis manager dans mon équipe, c'est quoi mon tableau de jeu, qu'est-ce qu'il y a dessus, puisque c'est pas a priori pas des fantassins. A priori pas des fantassins. Bah c'est le business. C'est quoi mes contraintes business aujourd'hui? C'est quoi mon marché? C'est quoi mon client d'aujourd'hui? C'est quoi mon équipe? C'est quoi mon contexte interne? C'est quoi mon contexte organisationnel dans ma boîte? C'est quoi les nouvelles normes en vigueur sur le marché dans lequel je suis? C'est quoi les facteurs géopolitiques qui sont en train de m'atteindre ou qui peuvent m'atteindre? Donc faire cet exercice-là dans le présent et puis en se projetant. C'est-à-dire, c'est quoi mon client demain? Qu'est-ce qu'il sera? Qu'est-ce qu'il voudra? Qu'est-ce qu'il fera? Mon équipe, comment elle peut évoluer? Voilà, mon marché, comment il peut évoluer. C'est vachement long ça. Tu le fais à quel niveau de précision du coup? Je pense que déjà il faut un peu, en tout cas, débroussailler le terrain en posant toutes les infos qui vous viennent sur ces différents segments dont je viens de vous parler. Déjà une fois qu'on a marqué tout ça, en tout cas qu'on a posé tout ça, ça commence un peu à s'éclaircir. Et selon toi, on y passe on y passe combien de temps en gros? J'y passe 3 jours, j'y passe 2 heures? Ouais, moi je pense qu'en 2 heures déjà on peut avoir pas mal de choses qui sont écrites ou qui sont venues en tête. Mais c'est un exercice qui demande d'être décanté, qui demande pas mal de maturation. Donc il faut le faire 2 heures et puis il faut y revenir. Parce qu'il y a des choses qui vont revenir en tête. Du coup, moi je suis manager, si je te suis, je prends mon petit cahier et je prends 2 heures pour définir un peu les éléments externes, les éléments de mon équipe, j'essaie de comprendre ce qu'il y a, mes contraintes, les objectifs que me fixe mon chef. Je referme mon cahier et j'y reviens quelques jours plus tard et je relis. Ça suffit ça? Non, ça suffit pas. Il faut aller un peu plus loin. C'est-à-dire que là, vous êtes dans quelque chose qui est assez factuel et qui est déjà pas facile à faire parce que factuel veut pas dire simple.
faut prendre le temps de le faire et de se dire ok, c'est quoi tous les éléments que j'ai autour de moi et qui constituent mon décor. Mais après, et c'est là que c'est intéressant, c'est de poser un regard sur ce décor et du coup de l'analyser. Ça, c'est la deuxième partie, c'est-à-dire que la première, à la limite, c'est Camille ou c'est moi qui le fais, on sort à peu près la même chose. Normalement, en tout cas, peut-être qu'il va y avoir des petites différences, mais globalement, le marché, c'est le marché, les objectifs de mon chef, c'est les objectifs de mon chef. Mais tu vois, c'est juste un petit aparté, c'est intéressant ce que tu dis, parce que quand on fait l'exercice, par exemple, avec un comité de direction, parce que ça peut arriver, qu'un comité de direction, par exemple, veuille trouver une vision ensemble, déjà, cette première phase, ils sont pas tout le temps, justement, en phase. C'est-à-dire que, et c'est intéressant d'ailleurs, parce qu'ils n'avaient pas vu le décor de la même façon. Mais c'est pour ça que moi, quand j'anime un codir autour d'une logique de vision ou un collectif, j'épure en allant vraiment au fait. C'est-à-dire que à partir du moment où ils sont pas d'accord, je considère que c'est plus un fait. Donc, je suis d'accord, c'est un fait. J'ai mon chef qui nous demande de réduire nos dépenses de 2% et d'augmenter nos ventes de 5%. A priori, c'est un fait. Après, le reste c'est de l'interprétation. J'ai un concurrent qui ouvre des magasins à côté du mien. A priori, c'est un fait. Le reste c'est de l'interprétation. Donc, c'est assez important quand vous écrivez votre vision dans cette partie de contexte, c'est pas d'être exhaustif, mais d'essayer vraiment de séparer, de mettre les faits d'un côté, et ensuite de passer à la sensibilité, l'analyse, l'avis, votre avis sur le truc. Et là, pour le coup, d'un manager à l'autre, on peut avoir de grosses différences et c'est pas forcément grave. Ouais, et puis du coup, c'est un moment où vous conjuguez plusieurs choses. Vous conjuguez, la première chose, c'est votre bon sens, votre esprit analytique sur le sujet. Je pense qu'il y a aussi une part d'intuition parce que tout à l'heure, on disait faut allonger le temps, penser client. Il y a forcément, dans le monde dans lequel on est, plusieurs hypothèses qui vont arriver sur ce que va être le client demain, sur ce que va être le marché demain. C'est bien aussi de se noter les différentes hypothèses qu'il y a, d'en garder quelques-unes. Et puis d'en choisir une au bout d'un moment, parce que votre vision ce sera ça sera l'hypothèse que vous pensez la bonne. Et puis avec ça vous pouvez le conjuguer avec des éléments de prospective. Et d'ailleurs cette partie-là c'est peut-être la partie qu'il faut le plus co-construire. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des experts à aller consulter sur le sujet, vous avez peut-être la chance d'avoir un département de prospective dans votre boîte, il y a sûrement des études qui sont faites. Voilà, faut pas hésiter à aller consulter, à aller discuter pour affiner justement votre analyse du décor. Oui, bien sûr, et ça peut évidemment tout ça peut se faire en collectif. Donc quand on démarre une vision, on démarre pas par l'écrire, on démarre en écrivant le contexte, puis ensuite en écrivant l'avis sur le contexte, et cet avis, il nous amène à conclure sur une menace, ou en tout cas l'idée de dire, vu que notre environnement va forcément changer, si vous avez un environnement qui va pas changer dans les 3 prochaines années, dites-le moi qu'on aille l'étudier parce qu'à mon avis, c'est louche. C'est louche. C'est super louche. Ça peut peut-être arriver, mais c'est très très rare. Peut-être chez Hermès pour les sacs de très grand luxe, mais globalement non, ça change tout le temps et partout. Et donc du coup, si nous on ne change pas, a priori, on va perdre des positions. Donc aujourd'hui, le monde fait qu'on doit être en perpétuelle évolution. Donc normalement, votre constat, votre analyse, elle doit arriver à une menace. Cette menace, il faut l'exprimer. Elle est pas faite pour faire peur. Le management par la peur, ça ne marche pas et ça marche. On l'a testé en 14. C'est-à-dire qu'en gros, on voulait les faire sortir des tranchées, on leur tirait dans le dos. Et ce qu'ils ont fait, les mecs, c'est qu'ils s'auto-mutilaient pour pas y aller. Donc, la peur, ça génère des comportements absolument pas de mobilisation. Ça génère des comportements totalement dingues. Donc, il faut pas manager la peur. En revanche, que vous ayez une vision claire de la menace, sans en rajouter pour le coup, sans en rajouter émotionnellement, factuel, ça c'est essentiel, et c'est la toute dernière étape avant de commencer à rédiger ce qui va vraiment être votre vision, la phrase de vision, rendre le sport accessible à tous pour Décathlon. Voilà. C'est juste après avoir clarifié cette menace-là. Et donc du coup, quand vous avez fait ce travail d'analyse, qui est pas un mince travail, c'est une tâche qui est quand même plutôt ardue, mais passionnante, mais effectivement passionnante. Moi j'adore le faire pour ou avec des clients, c'est un des exercices que je préfère. Vous devez arriver en tout cas à des idées de vision. Alors vous n'allez pas avoir la phrase clé, la phrase choc qui va faire se soulever les foules tout de suite, mais c'est pas grave, vous allez avoir des idées, vous allez en drafter quelques-unes et puis vous allez l'affiner. C'est pour ça qu'on vous dit il faut vraiment du temps, parce que tout ce travail là, moi je pense qu'il faut bien se dire je m'y colle pendant un mois, je pense.
Un mois un peu toutes les semaines. Oui, pas un mois à plein temps, évidemment. Non, C'est plutôt itératif. Alors, j'ai intéressant ce que tu dis sur la phrase. Moi, je vois beaucoup de clients qui se perdent ou qui font des visions mauvaises parce qu'ils essaient tout de suite d'avoir la petite phrase. Faut pas confondre le produit et le packaging, quoi. La petite phrase, c'est le packaging. Faites votre produit d'abord. Et quand on fait le produit, s'agissant d'une vision, donc, souvent, nous, ce qu'on produit, ça va être un espèce de nuage de mots ou un nuage d'idées. Et donc, vous allez avoir, si on revient à la première partie de la discussion, vous allez avoir des idées sur la façon dont vous voulez travailler ensemble, sur la façon dont vous voulez traiter votre client, sur la façon dont vous voulez faire évoluer votre produit, sur un certain nombre de choses. Et souvent, nous, quand on écrit des versions 1 de visio comme ça, elles sont pas très synthétiques. Ça fait pas 10 pages, mais c'est pas très synthétique. Mais voilà, on finit par y arriver. Et puis, faut pas hésiter à aller tester ces phrases. Tester auprès de ses pairs, auprès de quelques alliés dans ses équipes. Puis vous savez, une bonne vision, si elle est réussie, il y a quelque chose qui se passe. Quand vous la dites, déjà vous sentez un truc, il y a un truc qui s'allume un peu. Et puis, dans votre équipe, c'est pareil. Et ça, faut faire confiance à son intuition sur ça. Et des fois, on a des phrases toutes simples qu'on a construit avec nos clients ou qu'ils ont construit tout seuls d'ailleurs. Qui comme ça paraissent un peu anecdotiques, sans beaucoup d'ampleur et en fait qui marchent bien. Ouais, j'ai même parfois le sentiment que quand elles sont pas très bien packagées et qu'il y a un mot un peu bizarre, qui est pas un super mot de marketing, moi j'ai souvent le sentiment que ça marche mieux. Parce que justement on va s'identifier, on va se sentir un peu singulier. C'est-à-dire si votre vision c'est ça prend les mots meilleure, exemplarité, performance, référence du marché, tout ça. C'est tellement entendu qu'en fait quand les gens l'entendent, ils ont déjà l'impression de l'avoir entendu 22 fois et donc c'est la 23e et donc ça fait rien. Et je préfère, moi j'en ai eu, enfin c'était un de nos collègues qui a fait ça chez dans une boîte là chez Hermès, ils avaient une vision un peu incompréhensible. Avec des mots bizarres, très peu usuels, et finalement c'est ça qui a marché, c'est qu'en fait on essayait de s'expliquer ces mots, et en se les expliquant, on réfléchissait à notre métier, à la façon de traiter nos clients, et ça marchait super bien. Donc c'était l'audace nourricière, vous voyez la vision, l'audace nourricière, quoi. C'est pas très clair, mais du coup on a beaucoup posé de questions sur. C'est effectivement pas très clair. Non, mais dans la vraie vie. Là, toi, tu la connaissais pas. Et dans la vraie vie, tu dis, bah non, mais c'est débile. Et en fait, dans la vraie vie, discuter, c'est quoi nourricier? Comment est-ce que, ça a un vrai sens, c'est comment est-ce que chaque chose qu'on fait nourrit chaque personne dans l'usine. Donc c'est passionnant, mais ce que je veux dire. Je rigole, mais pourtant, j'ai vu les équipes il y a pas longtemps. Effectivement, j'y étais pas il y a 3 ans quand ils ont construit la vision, mais, les collaborateurs du site de production sont assez habités par ces mots-là. Et d'ailleurs, ils me le disaient avec fierté. Nous, on est un site, on fait de l'audace nourricière. Voilà. Et donc, du coup, ça fonctionne. Ça fonctionne si ça a du sens, si justement on a fait le produit avant le packaging et que du coup derrière une notion qui peut être très claire ou un peu plus obscure, il y a pour le coup un vrai travail, qui peut être collectif, mais un vrai travail, une vraie idée fondamentale, quoi. Et derrière l'audace nourricière, ce qui marchait et ce qui marche toujours très très bien, c'est qu'il y a une vraie communauté de choses qu'on essaie de faire ensemble. Et donc du coup ça fonctionne. Donc je m'en fiche que le packaging il soit un peu étrange, ça fonctionne, quoi. T'as d'autres exemples, Patrick, de visions que t'as fait qui ont moi j'en ai une qui ont bien marché? Ouais, j'en ai une vachement bien là dans une usine très technique où ils ont voulu devenir la vitrine du groupe. Alors ça pareil, ça paraît très 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 bateau, mais en fait ils ont beaucoup travaillé dessus et derrière cette vitrine, c'était l'idée, tu sais, que tout doit pouvoir être montrable. Et la culture des entreprises, des usines, souvent, c'est de cacher les choses sous le tapis pour pas que les chefs le voient ou pour pas que le client le voit. Et dans cette usine, ils se sont dit, dans le monde dans lequel on est, nos clients ont besoin de transparence, etc. On va faire que toute notre usine soit montrable, que tout soit montrable. Et ça a vachement bien marché, en fait. Et donc, derrière un mot un peu, pour le coup, là, c'est un peu creux. On comprend bien le mot. C'est plus simple que l'audace nourricière, mais c'est un peu creux. En fait, pour eux, ils l'ont rempli. Et c'est pour ça que, vu de l'extérieur, une vision, elle n'est pas toujours spectaculaire. Mais si votre équipe a rempli le mot ou les mots d'un sens très fort pour eux, ça va fonctionner. J'en ai fait une autre que tu connais bien là dans notre raffinerie. Là, on sait même pas bien quels sont les mots, mais derrière, on sait qu'il y a le droit à l'erreur, des choses comme ça. C'est des choses très très fortes dans une raffinerie. La liberté, l'autonomie. Et dans une raffinerie, croyez-moi que le droit à l'erreur, c'est une notion de comment, pour le coup, extrêmement forte. Et ça fonctionne. Donc là, on n'a même pas un packaging très clair, mais il y a quelque chose qui se passe autour de ce truc-là.
Je pense qu'il y a quelque chose qui se passe, et ce qui est spectaculaire, c'est aussi la façon dont les managers qui ont identifié cette vision l'incarnent et le portent. C'est ça en fait moi que je trouve spectaculaire, c'est ils ont choisi un truc qui les animait et on voit qu'ils sont alignés avec ça. Et du coup ils mettent beaucoup de force. Et quand on a quelqu'un qui apporte ça, qui apporte courage aussi, parce qu'il faut pas mal de courage pour apporter une vision, par exemple, de droit à l'erreur dans une raffinerie, dans un très grand groupe pétrolier qu'on citera pas, mais qu'on voilà, qu'on reconnaît facilement. Il faut quand même pas mal de courage, en fait. Et ben du coup, quand vous voyez ça, en tant que collaborateur, vous avez envie de le suivre, forcément. Et donc du coup, pour finir sur votre écriture de vision, donc vous avez fait votre analyse factuelle, ensuite vous avez fait votre analyse subjective qui a abouti à votre menace. Ça vous a permis de construire une vision qui répond à cette menace dont on vient de parler. Ensuite, il faut, pour que les équipes se projettent un peu dans cette vision, la rendre un peu plus concrète en donnant des pistes de solutions. On va pas s'attarder sur ce sujet parce que c'est le truc que vous savez le mieux faire, et surtout parce que c'est le truc où il faut pas trop travailler. Parce que il faut évidemment qu'il y ait des traductions. Je prends mon idée de vitrine. Il faut qu'on se dise, ok, c'est la vitrine pour les clients, c'est la vitrine pour les managers. Il faut un peu décrire ce que ça veut dire être une vitrine, pas que ce soit juste des mots en l'air. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est là que dans l'animation, dans les années qui vont suivre, on va donner du corps à ça, et c'est pas la peine de tout définir dès le début. Une vision, c'est pas un business plan. Une vision, c'est ça. Ensuite, on chemine avec, et c'est pour ça que tout à l'heure tu me posais la question. Ah, mais il faut la changer. Non, mais par contre, le chemin, il est pas tout à fait connu, et donc en fonction de celui qu'on va emprunter, de la façon dont on va l'emprunter, dans les faits, ça va changer les choses. Et je pense que ce qui est important dans cette étape-là, c'est d'emprunter le même chemin. Parce que tous le même chemin. Tous le même chemin, effectivement, et que à la limite le cap change à un moment, mais que tout le monde le change, parce que tout le monde aura emprunté le même chemin. Je vous dis ça parce qu'encore récemment, on travaille avec un patron d'usine qui a une vision très claire pour le coup de lui où il veut aller. Mais alors le chemin, personne n'a compris. Et c'est problématique parce que si vous voulez, c'est comme si vous disiez à votre équipe, j'ai repéré une île super dans le Pacifique. Vraiment, c'est super beau. Il y a la mer turquoise, le sable fin, des palmiers. On s'y retrouve dans 3 ans. Si vous voulez, il y a peu de chances qu'il la trouve, quoi. Cette île paradisiaque et aussi sublime puisse-t-elle être. Donc ça, c'est aussi important, et c'est cette partie-là, en fait, qui va donner du corps à ça. Et donc, la seule difficulté de cette partie, donc il faut évidemment la faire, c'est de pas être trop précis. C'est-à-dire qu'évidemment, si ton île déserte, tu affrètes un avion qui atterrit directement sur l'île, et que cet avion est tout compris à la bouffe et tout, ça n'a aucun intérêt. Donc il faut bien trouver, quand on a écrit la vision, il faut bien qu'on la caractérise, c'est-à-dire qu'on dit il faut faire comme ça, voilà les grands changements clés, voilà les grands axes de travail sur lesquels on va devoir se mobiliser dans les 2-3 ans à venir pour se rapprocher de cette île. Puis ensuite, il faut pas être plus précis que ça, parce que derrière, il faut que les équipes s'en emparent et qu'elles empruntent le chemin, et que ce soit elles qui le fassent. Et donc mais qu'elles se mettent dans le même bateau pour y aller. Exactement. Ça, c'est important, parce que s'il y en a un qui en va en pirogue, l'autre en avion, l'autre en hélicoptère, c'est compliqué. Et on va arriver bientôt à la dernière partie un peu plus sur de ce podcast, mais une fois que vous avez écrit tout ça, il faut pas oublier, on l'a déjà dit avant, mais on le répète parce que c'est essentiel. Il y a 2 éléments dans une vision. Il y a vraiment l'élément de pertinence. C'est-à-dire, évidemment, il faut quand même qu'une vision soit pertinente par rapport à votre métier, par rapport à vos clients, par rapport à tout ça. Il y a une notion de pertinence. Mais il y a une notion, nous on appelle ça Graal. Il y a une notion d'envie des équipes. C'est-à-dire que mais il y a trop de projets qui sont présentés uniquement par leur pertinence. Uniquement, on leur dit il faut le faire parce que c'est utile, voire parce que c'est indispensable. Mais il faut aussi écrire un projet parce que c'est cool de le faire, quoi. Parce que ça va être excitant de le faire. Les deux, évidemment. Il peut pas être excitant sans être pertinent. Mais il doit être pertinent et excitant. C'est ce qu'on appelle, nous, c'est là qu'on dit, il faut mettre du Graal. Vous savez, le Graal, la vie éternelle. Il faut mettre un enjeu positif pour les gens à l'intérieur d'une vision. Parce que si c'est que pertinent, vous allez pas mobiliser. C'est dingue, mais c'est comme ça, quoi. Il y a vraiment besoin de ces 2 dimensions. C'est essentiel, ça. Et ça manque pratiquement à tous les coups. Parce qu'aujourd'hui, les collaborateurs, vous prenez quelqu'un qui a 20 ans de carrière dans un grand groupe, ça va. Il en a fait, des projets pertinents. Pour autant, et ça, on le voit dans les chiffres aujourd'hui, pour autant, il n'y a pas tant que ça de gens qui sont excités par leur job, en fait. Qui ont envie
qui ont envie d'y aller, qui ont envie de se lever à fond tous les matins avec des étoiles plein les yeux. Donc, et c'est sûrement parce qu'il manque souvent cette dimension-là. Bien pour sûr. d'autres raisons, hein, aussi, mais aussi pour celle-là. Ouais, c'est fascinant de voir le nombre de personnes démotivées dans des entreprises qui marchent bien. Il n'y a pas de corrélation immédiate, clairement, entre la performance, même si ça aide, hein, c'est quand même plus facile, mais et la motivation. Il faut aussi que la façon dont on aborde cette performance soit excitante. C'est d'ailleurs un peu le succès des startups. C'est un peu ridicule de vouloir les copier partout, etc. Oui, en mais plus, je pense qu'il y a aussi, c'est un peu le miroir aux Elwood, c'est-à-dire que toutes les startups ne réussissent pas ça non plus. Hein. voilà. Mais enfin, Non, mais je c'est voudrais un peu pas qu'on tombe dans une vision Non, très mais t'as raison. manichéenne. Non mais t'as raison, mais ce que je veux dire c'est que le mythe, d'ailleurs t'as raison, c'est un mythe, mais le mythe de la start-up c'est un peu ce mythe de l'endroit où il fait bon vivre et donc où on est performant. Et je suis d'accord que c'est une super caricature et que c'est un peu ridicule à la fois de caricaturer les start-up comme ça parce qu'elles sont pas toutes comme ça et deuxièmement de les copier. Mais ce que je voulais dire c'est que quand même dans cette énergie qu'on va aller tirer de la qualité du travail et donc de ce que nous on appelle le Graal, elle est considérable et que probablement elle fait la différence entre un Decathlon et un GoSport. Et que c'est pas parce qu'ils ont mis des baby-foot chez Decathlon et qu'ils en ont pas mis chez GoSport, c'est pas ça le sujet. Le sujet c'est que chez Decathlon, ils savent pourquoi ils sont là. Ils ne vendent pas que des articles de sport, ils font découvrir le sport aux gens. Et c'est fascinant de voir chez Decathlon que quand on voit un vendeur, il est toujours passionné de sport alors qu'ils ont un turnover énorme. Et c'est parce que il y a un vrai Graal. Chez GoSport, c'est des vendeurs d'articles de sport. Ils pourraient vous vendre du matériel de jardinage, c'est la même chose. Ils sont pas forcément inintéressants, mais il n'y a pas la même âme que chez Decathlon. C'est les mêmes produits. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire la vision, elle doit vous servir à être pertinent et excitant. Et excitant, c'est beaucoup sur la façon dont on travaille. Pertinent, c'est beaucoup sur ce que l'on réalise. Si les deux sont bien conjugués, vous pouvez avoir, à l'échelle de votre service ou à l'échelle de votre entreprise, quelque chose d'extrêmement puissant. Et est-ce que tu penses, toi, qu'il y a un moment où il faut vraiment s'atteler à cette tâche-là, un moment plus particulier qu'un autre? Bon, en prise de poste, si ça n'existe pas, c'est pareil, évidemment essentiel, surtout si ça n'existe pas. Si ça existe, il faut l'actualiser, mais si ça n'existe pas. Mais bon, ça paraît évident, je vais pas m'attarder là-dessus. Non, en revanche, pour revenir un peu sur ce qu'on disait en introduction, je crois vraiment que plus on pense que c'est impossible, plus il faut le faire. C'est-à-dire que moi, je vois bien que plus les managers sont paumés et se disent mais comment je vais faire une vision, je sais pas où on va, plus cet exercice est utile et plus il est faisable. Ouais. Puis après, ça peut être des moments d'adversité très forts, hein, pour s'en remettre une vision, ça peut vraiment aider. Moi, je l'ai vu récemment aussi dans une start-up qui est passée de 5 à 80 collaborateurs en un an. Bon, bah, on n'embarque pas les 5 pionniers de la même façon qu'on va embarquer les 75 qui viennent d'arriver à bord. Donc là, ça commence à valoir le coup de trouver un cap commun. Et puis, je pense que ouais, dans des moments même où juste vous sentez vos équipes en baisse de motivation ou en déperdition. Moi, j'ai toujours trouvé, c'est vrai, il faut pas attendre la crise pour le faire, mais si vous êtes en crise, c'est relativement... pas mal de faire une vision préventive. Ouais. Mais si vous êtes en crise, c'est relativement facile à faire. Alors, relativement facile, parce qu'évidemment, quand vous êtes en crise, par principe, vous voyez pas la sortie. Mais c'est là que on revient au premier conseil, c'est là que c'est le plus utile de prendre un peu de temps, de poser les choses sur son cahier, de se dire, ok, la situation est pas bonne, mais elle est ce qu'elle est, et détendez-vous avec ça, vous êtes généralement pas responsable de l'ensemble du problème. Et donc, on met ça sur son cahier, on commence ce travail de vision, et même si au début du travail, la vision a un peu l'air d'être dans un trou de souris avec très peu de choses sur lesquelles on peut agir, et ben c'est déjà pas mal, ça va commencer à redonner un peu de sens au travail, quoi. Donc vraiment, allez chercher, faites-le tout le temps, mais si vraiment c'est coincé, c'est le moment où il faut méthodiquement se mettre au travail, essayer d'aller chercher les gens, parce que ça va vous sortir du truc. Faut un peu de foi, hein. C'est-à-dire que vous allez voir, ça va le faire, mais ça va le faire à la fin. Donc entamez le sujet, essayez d'y aller, vrai, ça va vous aider. Je pense que c'est important, c'est qu'il faut pas perdre la foi. Je dis ça parce que quand on bosse sur des managers avec ça, des fois, moi, ça m'arrivait au bout d'un mois, ils me disent franchement, en fait, j'en ai marre là. J'en ai marre, je sature, je la trouve pas. J'ai pas la bonne phrase. Et puis, est-ce que ça va prendre? Et puis, du coup, on a plein de questionnements qui arrivent. L'excitation du début fait place à cette phase un peu de questionnement. Et je pense qu'elle est normale. Quand on la traverse, il faut pas s'inquiéter. Mais faut garder la foi. Parce que de toute façon, avoir une vision, c'est une bonne chose. Et même si elle est mauvaise, en fait, vos équipes, elles vous le diront. Elles vous le diront, elles vous aideront à en trouver une meilleure. De toute façon.
Donc en fait, quoi qu'il arrive, vous n'avez pas perdu votre temps. Ouais, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, c'est marrant de voir que dans les équipes en perte de vision, moi, je sais quand je vends des missions, je vends souvent de l'optimisme. Hein. Je dis aux clients que tout est bon chez vous. La seule chose, c'est que vous y croyez pas. Donc, on va vous aider juste à y croire. Non, ça c'est vraiment essentiel de se dire que ce travail-là ouvre des portes. Elle les ouvre pas de façon énorme. Elle ne change pas la face du monde, mais elle ouvre des portes et c'est à partir de ça que vous allez pouvoir faire de la mobilisation. Et donc, écrivez votre vision. Alors, une fois n'est pas coutume, on va faire un petit glossaire parce que c'est des termes qui tournent beaucoup dans les entreprises et parfois vous êtes un peu bloqué, vous savez pas comment les expliquer à vos équipes. C'est pas essentiel pour comprendre le podcast, mais ça peut vous aider d'avoir les mots avec des définitions simples. On va commencer par vision, le mot qu'on utilise le plus. La vision, c'est une image claire de l'endroit que l'on veut atteindre dans le futur. C'est pour ça que c'est souvent relié d'ailleurs à votre cœur de métier, aux clients, au business. Donc on se donne un rendez-vous clair dans le futur et ensuite, avec chacun ses compétences et ses fonctions, on essaye de se rapprocher tous ensemble de ce but à atteindre. Dans le podcast, on parle aussi de Graal. Alors, le Graal, vous l'entendrez beaucoup moins, sauf si vous travaillez avec nous, mais par contre, il faut que vous l'ayez en tête. Le Graal, ça vient vraiment du roi Arthur. C'est l'idée de dire qu'à l'intérieur d'une vision, il faut qu'il y ait une dimension excitante pour les équipes. Par rapport à une vision, la vision, elle est vraiment liée à la pérennité pour le site ou pour l'équipe, à sa pertinence cérébrale, on va dire, alors que le Graal, il est beaucoup plus lié à l'envie, donc il est plutôt au niveau du cœur et des émotions. On a employé le mot de stratégie. Alors là, il est employé à tort et à travers, parfois pour dire des choses très compliquées. La stratégie, c'est extrêmement simple, c'est juste l'utilisation des moyens rares. C'est donc indispensable d'avoir une vision pour le faire, parce que la stratégie ne peut pas se faire sans vision. C'est impossible. Mais une fois que vous avez une vision, vos moyens sont par définition limités, même si vous êtes très riche, c'est quand même limité. Et donc, il faut décider où est-ce que vous utilisez vos ressources humaines, vos ressources financières, et vos ressources techniques au sens très large du terme. On en a peu parlé dans le podcast, mais pourquoi pas définir l'objectif, notion proche de l'ambition. L'objectif, c'est un peu différent de la vision, parce que la vision, elle va être assez vague, probablement un peu inatteignable. Je prends l'exemple de Darty, vous avez une vision, ça s'appelle le service client, on l'a jamais vraiment atteint. En revanche, l'objectif, c'est un taux de satisfaction. L'ambition, c'est être le service client préféré des Français. C'est des choses qui sont mesurables, plus simples, plus techniques. Et donc, on va pouvoir les atteindre et les mesurer. C'est beaucoup moins bien qu'une vision, mais c'est utile pour mettre des jalons sur le chemin vers la vision. Et pour aller plus loin. Pour aller encore un peu plus loin. On vous invite à consulter quelques articles. Le premier, c'est sur notre wiki management. C'est comment on formule une ambition, une vision. Et le deuxième, c'est un article qu'on a écrit qui s'appelle « Ne cherchez pas à faire des ambitions atteignables ». Voilà, on vous invite à les consulter. Et puis, si vous voulez aller encore plus loin et que vous avez encore un peu plus de temps, pourquoi pas lire le petit traité de stratégie militaire chinois « L'art de la guerre » de Sun Tzu ou le fameux « Start with Why » de Simon Sinek. Qui va vous expliquer comment les grands leaders réussissent vraiment à inspirer et à faire agir les autres. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'au bout. Donc c'était Patrick et Camille du cabinet Albus Conseil, spécialisé dans la mobilisation des équipes. Et on vous retrouve le mois prochain du coup pour un nouveau thème. On va choisir dans les prochaines semaines et enregistrer dès qu'on peut. À bientôt. À très vite. À suivre.